Salut à tous et bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va vous faire le point sur la semaine passée et les quarts de finale à venir. Avant de commencer, je voulais rapidement quand même vous remercier pour le bon score qu'on a fait avec la dernière vidéo où on avait déjà analysé le tableau du tournoi. Donc voilà, continuez à nous soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner aussi à la chaîne que ça nous aide beaucoup. Partagé en masse. Exactement. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, je suis avec Carlito qui a pu suivre pas mal le tournoi. Comment tu vas? Bien, et toi, très hypé pour la deuxième semaine. C'est vrai que j'ai pris un peu le temps, comme je fais un peu tous les ans, pour regarder un peu la première semaine, avec des rythmes de sommeil un peu décalés, mais bon, c'est un peu mordu, un peu profondément, et bon, ça, ça fait partie des choses qu'on fait un peu tous les ans. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un rituel On se maintenant, met hein. à l'heure australienne. Voilà, c'est ça. Euh, Bah écoute, je te propose déjà d'attaquer, vu qu'on a... Allons-y. Donc du coup, on va commencer par parler un peu donc, du coup de la première semaine, faire un petit retour sur ce qu'on a pu voir, entendre, Voilà, donc je te propose tout ce genre de choses. de commencer par les problèmes physiques, qui sont quand même nombreux, on va pas se le cacher, beaucoup de forfaits, d'abandons ou de joueurs qui continuent à jouer, mais qui au risque d'aggraver la blessure, continuent quand même à jouer. Sauf les hommes bioniques, n'est-ce pas? Mais oui, non, il y a une espèce d'hécatombe un peu récemment, le mal du siècle, du mal aux abdos, là. Tout le monde là, quasiment, il y a encore Casper Ruud qui a abandonné cette nuit, et 2-7-0 contre Roublev, aussi mal aux abdos. Et donc Berrettini qui a déclaré forfait avant de jouer son match contre Tsitsipas, qui avait déjà pris un temps mort médical pour aussi mal aux abdos à la fin de son troisième set contre Kachanov. Et je pense, c'est probablement un peu aussi un effet, un effet secondaire aussi de la quarantaine stricte quand même, parce que même si au-delà de l'aspect tennistique, du manque d'entraînement, il y a quand même, faire des pompes et du vélo dans sa chambre, ça égalera jamais le rythme, ça égalera jamais le rythme de l'entraînement. Donc, Oui, je c'est sais pas ce que ça. t'en penses, mais voilà, c'est. Oui, c'était exactement ce que je voulais dire, c'est le fait d'être bloqué dans sa chambre d'hôtel. Ils ont aussi pas pu s'entraîner de la manière dont ils voulaient, donc c'est sûr que physiquement, pour jouer un grand chelem, en plus... Commencer l'année directement avec un petit 250 et un grand chelem, ça a toujours été compliqué. Là, le fait d'être en plus Heureusement avec qu'il une y a eu ça, préparation compliquée, ouais. heureusement qu'il y a les petits tournois avant quand même pour donner un peu du rythme à certains et encore à tous quoi, parce que et encore même ceux qui sont allés loin dans ces tournois-là, je crois que personne a à part Roger Aliassime, personne n'a dépassé le troisième tour, il me semble, parce que du coup Evans a perdu assez tôt. Et du coup dans ceux qu'on fait moins finale au tournoi, parce que du coup Sinner a perdu justement contre Chapovalov au premier tour en étant un peu limite, et ceux qui ont perdu tout manquaient un peu de rythme finalement. Donc bon, voilà. Ouais, c'est Et, ça. C'est sûr que la dimension physique est très importante dans le tournoi actuellement, vu que on a eu des surprises et je pense qu'on en aura encore à cause de ça. on se retrouve avec très peu de joueurs finalement qui se sont plaints, qui se sont pas plaints, qui n'ont pas vraiment une souci physique en fait. Hein. Alors, le super-héros Karatsev, qui est vraiment super-héros à tous les niveaux, dont on parlera un peu plus en détail un peu plus tard, qui justement, qui lui en plus du coup faisait partie des enfermés stricts, comme il était arrivé avec l'avion des qualifiés et des lucky losers de Doha. Et a priori, pas spécialement. Alors, il a pas non plus eu des matchs très longs, puisqu'il a plus ou moins explosé tout le monde, mais qui paraît, comme les Russes d'ailleurs, qui font partie des très rares joueurs à pas encore s'être plaint de quoi que ce soit. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça peut peser encore sur la fin du tournoi. Zipas aussi est plutôt épargné encore, mais pour combien de temps? Ouais, c'est ça, parce que certains aussi, on découvre leurs blessures au fil du temps. C'est aussi ça qui... Enfin, Il faudrait interroger un peu les préparateurs physiques des joueurs justement pour avoir un peu leurs impressions sur comment ça s'est vraiment passé la prépa de fond, parce que bon, même si éventuellement évidemment tout le monde a fait son foncier pendant l'hiver, la prépa après Grand Chelem c'est quand même toujours quelque chose de très particulier, de bien plus intense
que les joueurs font habituellement. Et forcément, quand ça s'est tronqué, ça a quand même une grosse influence et en espérant surtout que ce soit pas que par exemple ceux qui sont justement arrivés un peu courts pendant l'Open d'Australie par manque de préparation, ça justement que ça n'ait pas d'incidence trop grave sur la suite de la saison aussi. Oui, c'est vrai que, outre le Grand Chelem, il y a quand même d'autres échéances à venir, même si avec le Covid, ça peut être un peu changé. Faut quand même être prudent avec son corps. Ça peut donner des effets très néfastes pour une saison entière, hein. Surtout si tous les tournois qui vont se jouer, alors on n'a pas encore le calendrier qui de toute façon va se faire au goutte à goutte pendant toute l'année, mais c'est vrai que si tous les tournois un peu sur le modèle de l'Open League justement instaurent des quarantaines un peu dans ce genre-là avec quarantaine stricte dès qu'il y a des cas qui commencent à être décelés, ça va être très compliqué de les joueurs de garder un rythme physique régulier et sans risque toute l'année. Parce que là encore, c'est qu'un seul tournoi, mais c'est vrai que si on a ce genre de mesures 10 fois dans l'année, Oui, ça va c'est être très ça. compliqué. De toute façon, on a vu ce problème qui était récurrent dans d'autres sports, au foot aussi. Pour faire une petite parenthèse, il y a aussi beaucoup plus de joueurs que à normal qui sont blessés. Donc voilà, on va passer au public maintenant, Oui, euh, qui qui, comme une très grosse réussite en début de tournoi. qui bizarrement, voilà, on les a eu 5 jours et maintenant ils sont partis jusqu'à au moins mercredi puisqu'ils ont décidé de reconfiner. Et on ne sait pas trop comment Oui. ça va continuer, mais Ils ont trouvé encore un autre cas d'ailleurs, donc il n'y a pas vraiment encore d'informations définitives ou de décision définitive sur la présence ou non du public pendant les 4 derniers jours, pendant les demi-finales et la finale. Mais ça me semble quand même assez mal barré. ouais, c'est ça. Pas très optimiste pour un retour du public. Bah, ça fait quand même une énorme différence d'un coup, hein, surtout quand on a vu ceux qui ont dû partir là à minuit, d'un coup, ça change vraiment Ah beaucoup de bah, choses, c'est hein. complètement surréaliste comme scène. Hein. Je n'avais jamais vu ça. Hein. C'est vraiment le public évacué en plein match, 3-2, quatrième set entre Djokovic et Fritz, vire le public parce que justement le couvre-feu entre en vigueur à cette heure-là. Aucune dérogation, pas pour les gens qui sont dans la box des joueurs, mais sinon vraiment passer d'un monde à l'autre en 10 minutes. C'est jamais vu ça. Ouais, c'est sûr. Puis je sais pas ce que t'en penses, mais les bruitages qu'ils ont mis pour les applaudissements et tout ça, je trouve que c'est pas très bien réussi non plus. Bon, bah, ça fait partie des trucs de cette saison qu'on a vu du coup depuis le début, qu'on avait. Alors, le pire du pire, c'était pendant le jeu de cartes de Mouratoglou l'été là, l'UTS où Ouais, c'était raté aussi, ça. c'était complètement ridicule. Il y avait du bruitage, mais c'était encore plus Il y grossier. avait même C'est-à-dire, pas de alors, tribune en plus, donc ça pouvait même pas donner une il y avait même illusion, pas de tribune, c'est-à-dire qu'il y avait des petits oh quand le joueur faisait une double faute. Enfin, c'était complètement ridicule. Et de toute façon, même sur le fond, enfin, on l'a vu dans le tennis, mais même ce qu'on avait vu dans le foot, quand on avait eu l'UEFA qui avait mis des bruitages justement préenregistrés pendant le match de Ligue des Champions qui se jouait à huis clos. Je trouve ça, à la limite, autant assumer le cas particulier jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, c'est rare, ok, mais au moins on le voit tel quel. C'est-à-dire que, en plus, on sait très bien que ça a une influence sur le déroulement sportif sous nos yeux. Autant qu'on soit vraiment dans l'ambiance du match, comme ce qu'on aime aussi dans le public, avec le public, c'est qu'on est vraiment complètement dans l'ambiance du match et que ça ajoute quelque chose enfin, une dimension complètement supplémentaire. On a eu un exemple, plus que parlant, avec Kyrgios Team qui était extraordinaire. Mais donc, autant vraiment assumer ça jusqu'au bout. Et enfin, j'ai un peu de mal avec pour le spectacle et que y a pas de public, et ben il y a pas de public et c'est comme ça, tu vois. Ouais, je suis un peu Je sais d'accord pas ce avec que t'en toi. penses, Oui, je mais suis assez d'accord avec toi. De toute façon, il faut s'y faire. Moi, perso, le fait de plus voir de gens dans les stades, que ce soit de tennis ou d'autres sports, je m'y suis fait. Donc bon, voilà, comme tu dis, il faut assumer et mettre les réelles conditions et pas essayer de faire du faux ou de on pré... s'y fait, mais c'est triste hein, quand même. Hein. C'est triste, c'est sûr, mais bon, faut espérer que tout ça s'en aille le plus vite possible. Mais après, on peut quand même
enfin, on ne peut que féliciter les Australiens pour avoir au moins quand même réussi à permettre une première semaine avec, enfin 5 premiers jours avec du public. Parce que c'était quand même complètement impensable. Je me souviens de l'US Open qui a préféré déjà, ne serait-ce que pour garantir la tenue du tournoi, faire ça complètement à huis clos sans poser de questions. Grâce à eux, on a eu quand même un aperçu du tennis d'avant avec le public local et encore plus avec les Australiens qui ont mis une ambiance particulièrement chaude. Enfin, des spectateurs dans les starting blocks depuis des mois et des mois qui n'attendaient que ça. Donc bravo à eux et puis on espère pouvoir trouver quelques personnes, même avec une jauge très réduite, sur la fin du tournoi. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, l'Australie a plutôt bien géré le Covid, donc c'est ce qui a fait qu'ils ont pu accueillir du public. Et puis effectivement, certains joueurs qui ont un niveau un peu, parfois un peu juste, ça peut les aider à franchir des tours. Donc voilà, écoute, je te propose de passer au point suivant, avant de tourner la vidéo, t'étais pas trop d'accord avec l'intitulé. C'est vrai que ils auraient peut-être pas pu faire beaucoup mieux, mais bon, en tout cas, niveau score, c'est quand même enfin, niveau résultat positif, c'était pas trop C'est la ça. première fois depuis 2004 qu'il y a aucun Français, qu'il y a plus de Français à partir du deuxième tour de l'Open d'Australie, qu'aucun Français ne passe au deuxième tour de l'Open non, deuxième semaine, pardon, je dis n'importe quoi, il y a aucun Français en deuxième semaine de l'Open d'Australie. Donc c'est à remonter pas mal et c'est la première, enfin, c'est la première fois en tout cas il y a plus les mousquetaires, les fameux 4 mousquetaires. Et c'est vrai que même si le bilan comptable est quand même très décevant, à part mon fils qui quand même passe un peu à travers, mais dans des conditions assez particulières, avec beaucoup de compassion pour mon fils, moi quand même. Bah, on n'attendait pas forcément mieux d'eux. Si on regarde le bilan français, bon bah voilà, ils perdent plus ou moins tous contre plus fort qu'eux. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a quand même des petits regrets. Par exemple, bah, comme je t'ai dit, je pense que Hugo Humbert pouvait quand même faire un petit peu mieux, même si certains estiment qu'il est peut-être un peu surcoté ou alors qu'il n'a pas encore le niveau pour faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas le Kyrgios. Voilà, il faut quand même rappeler que depuis le Covid, il n'avait pas joué. C'est pas, au niveau physique, il n'était pas à son top. Je pense, Ah, on en revient sur la dimension du public. Hein. De toute façon, lui-même l'a dit. Vraiment, ça l'a complètement transporté. Humbert, je dirais pas qu'il est surcoté, mais je pense qu'il faut quand même aussi prendre étape par étape. Bien sûr, on loue sa solidité mentale et le fait qu'il ait vraiment peur de rien a raison. Mais voilà, après, il faut aussi quand même que, avant de le placer trop haut, qui gagne qui engrange la capacité à gagner ce genre de match. Parce que du coup, ça fait un peu deux fois coup sur coup entre le match contre Raonic à Bercy en fin d'année dernière et donc ce match contre Kyrgios qui perd en ayant eu des balles de match. Il faut quand même qu'il apprenne à gagner ce genre de match. Mais voilà, c'est un joueur qui monte à son rythme, qu'il faut le laisser monter à son rythme justement. Et que finalement, moi je trouve qu'il n'y a, il y a rien de honteux à perdre contre Kyrgios dans ce contexte australien, dans ce contexte de Grand Chelem. Enfin, de toute façon, c'est son tournoi, Kyrgios. Hein, éventuellement le seul tournoi de l'année qu'il peut jouer sérieusement. non, Donc c'est voilà. pas honteux, c'est sûr, mais après, on pouvait quand même un peu attendre un peu mieux. Voilà, l'exploit était pas C'est le seul impossible. éventuellement, oui. Puis comme je Qui pouvait... je te propose de terminer avec les Français, de parler de mon fils qui vit des moments un peu compliqués, qui était un peu au bord des larmes en conférence de presse, qui promet qu'il s'entraîne beaucoup et qu'il n'a pas les résultats, qu'il n'a pas eu le résultat qu'il Et attendait. c'est dur pour lui quand même de le voir comme ça parce que c'est ce que j'avais dit déjà plusieurs fois, c'est que de toute façon, mon fils, un des plus grands problèmes de sa carrière, c'est la pression que tout le monde lui a toujours mise, que ce soit, enfin surtout les supporters français, mais globalement les suiveurs de tennis en général, c'est que tout le monde a toujours eu énormément d'attentes sur lui et c'est ce qui lui a mis une pression assez monstrueuse et que c'est toujours ça. Enfin, il n'y a rien de pire pour Gaël, mon fils, que de jouer sous la pression. Quand il joue libéré, quand personne n'attend rien de lui, c'est là qui performe finalement. Et donc justement, comme ça, là, arriver, se faire tomber dessus parce qu'il perd contre Vori, qui a un classement beaucoup plus modeste que lui, mais qui reste quand même dangereux. C'est ça justement le problème, et que quand on lui foutra un peu la paix et quand on le laissera déclarer ce qu'il veut, parce que de toute façon, c'est pas du chiquet. Enfin, moi ça me dérange qu'on lui tombe dessus en conférence de presse.
parce qu'il ose dire en conférence de presse qu'il a des ambitions. Non, au contraire, c'est très bien. C'est juste que voilà, les gens le laissent jouer à son rythme, le laissent finalement faire comme il le sent en fait. Ouais, je suis assez d'accord, mais par contre, je trouvais quand même qu'au contraire, on lui avait pas beaucoup mis la pression sur ce retour. Donc, je pense que là, pour l'instant, le problème, là, c'est plus son niveau. Enfin, le problème, c'est plutôt lui-même que pour le coup, la pression qu'il a pu recevoir. Bien sûr, mais quand tu es en crise de confiance, tout ce que t'as, tout ce dont, enfin, la dernière chose dont t'as besoin, c'est de la pression supplémentaire. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que tactiquement, c'était quand même encore compliqué, mais c'est très récent son association avec Gunther Bresnik, et en plus même Gunther Bresnik n'était lui-même pas présent en personne en Australie. Donc c'est nouveau, ça change quand même fondamentalement son jeu. Lui qui s'est toujours revendiqué et qui a toujours eu un jeu extrêmement défensif, Bresnik veut vraiment faire de ses armes offensives vraiment des éléments de premier plan de son jeu, et donc ça se fait pas en 3 mois. Donc voilà, moi j'ai quand même encore beaucoup d'espoir sur un retour au haut niveau, qu'on lui lâche un peu les baskets, et Ouais. Oui, il je a pense encore de que belles choses à nous montrer. ça va revenir de toute façon. Écoute, on a fait un bilan voilà, de la première semaine. On va rajouter. Juste On va. en 10 secondes Ouais, sur vas-y. les autres Français, justement, En 10 parce que secondes. personne déçoit vraiment, à part éventuellement Quentin Alice qui perd en 3-7 un match très abordable contre Andorra, malgré le fait qu'il soit sorti des qualifs. Menarino perd sèchement contre Zverev, mais de toute façon, voilà, même s'il aurait pu l'embêter un peu plus, on n'attendait pas une victoire. Simon aussi perd Et sèchement, par après, contre. Très sèchement. bon, Simon. Simon perd très sèchement contre Tsitsipas, mais c'est pareil. Ouais, mais Il y a un monde d'écart entre les c'est deux. sûr. Benoît Paire, complètement hors rythme, déjà prend un set à Gerasimov, ce qui était forcément gagné d'avance. Gerasimov qui a une prestation absolument honteuse au deuxième tour contre Karatsev, mais voilà, Ouais. ça, ce sont les aléas du métier. Et voilà, globalement, tout le monde a perdu contre plus fort que lui. Personne qui Ouais. a vraiment contre-performé, je trouve, sur ce Non, tournoi. c'est sûr. Bon, écoute, voilà, la transition est trouvée. On va parler de Karatsev qui, quand même, sorti de nulle part, qui est un joueur qui a quand même 27 ans et qu'on n'a jamais vraiment beaucoup. Le grand public ne le connaît pas, on n'a jamais vraiment beaucoup parlé de cet homme et d'un coup, il arrive et il nous fait quart. Alors, quand même. J'aime beaucoup justement les joueurs qui explosent tard. Alors avant de te laisser la parole, je voulais quand même clarifier certaines choses sur Karatsev, qui est quand même un joueur, comme j'ai dit, méconnu, qui n'a quand même, avant ce tournoi, qui n'a pas forcément une super réputation, parce que il a eu des petits soupçons de matchs truqués, notamment le fait qu'apparemment il y ait des sites de paris qui ne veuillent plus afficher ces matchs, qui ne veulent plus proposer au paris ces matchs. J'ai lu, je suis allé me renseigner un peu sur Twitter, qu'il n'y a pas de fait avéré, mais des gens quand même sérieux sur Twitter qui disaient qu'ils avaient beaucoup de doutes sur lui. Des matchs un petit peu bizarres, des matchs où il pouvait avoir une énorme avance et d'un coup bizarrement abandonner ou alors. Donc voilà, c'était un petit rappel quand même. Surtout que c'est un joueur, voilà, je pense que c'était une info que personne n'avait, que pas grand monde avait. Comme c'est un joueur pas très connu, mais voilà. On va fermer Je cette trouve ce genre parenthèse un peu. de choses qui est assez éclipsé Ouais, par sa c'est performance. ça. On va fermer cette petite parenthèse et on va parler tennis le vrai. Donc un joueur qui est 114e aujourd'hui, qui est passé par les 253e qui est pendant la coupure Covid. ouais, qui est passé par les qualifs, qui après le Covid a fait quand même une année de dingue. Il me semble qu'il a gagné deux challengers, enfin des finales, des demi. Il a vraiment fait. Il vient pas de. On va dire que l'Open d'Australie n'est pas à son coup d'essai sur sa forme. Et voilà, donc il confirme depuis le Covid. Lui il montre des bons signes depuis cette pandémie. Bah, après le Covid, sur les deux challengers qui jouent sur terre battue à Prague, il perd une finale contre Davrinka et il gagne le Prague 2, le tournoi la semaine suivante. Après, il gagne Ostrava dans la foulée. Et après, beaucoup de très bons résultats. Il sort des qualifs, il passe un tour à Sofia, il fait une demi-finale à Ortisei sur le dernier challenger de l'année. Il perd contre Kachanov en 3-7 à Saint-Pétersbourg. Donc vraiment, beaucoup de gros résultats. La seule contre-perf qu'il fait, enfin, il y a encore contre-perf quand on voit le parcours de son adversaire ensuite dans le tournoi, c'est pas forcément une si grosse contre-perf que ça, c'est qu'il passe un peu à travers de son troisième tour de qualification contre Corda à Roland-Garros. À part ça, c'est très très fort sa fin de saison. Oui, bon après c'est pas honteux parce que Corda a quand même fait aussi de bonnes choses. Et aussi pour revenir Ah bah, bien sûr. sur Karatsev, donc c'est comme un jeu, on va dire, à la russe. Est-ce qu'on peut dire ça, un joueur qui quand même frappe très fort du fond? Est-ce que tu es d'accord Ah pour oui, bah cette remarque? c'est à la russe, oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai qu'il a un style qui se rapproche pas mal de ceux
de Rublev, de Medvedev, même de Kachanov, c'est un peu moins de Kachanov, mais voilà, c'est frappe en fond court impressionnante où t'as l'impression que quand il est dans son jeu, il peut sortir des coups gagnants, côté coup droit, côté revers, d'absolument n'importe quelle position du cours. D'ailleurs, il s'est pas privé pour le faire. Très grosse arme aussi au service et qui même se débrouille très bien au filet. Il est à 80% de points gagnés au filet sur son match de huitième de finale contre G. Yassim. Donc, tu sens vraiment qu'il a une palette très large. Il n'a pas vraiment de points faibles mis en avant là sur ce tournoi-là. Surtout en plus sur une surface très rapide comme celle de cette Australian Open. Toutes les conditions qui font que son jeu vraiment extrêmement offensif comment dire, te plaît à merveille. Oui, c'est sûr que l'Open Australie, c'est sûrement le meilleur grand chelem pour un jeu pareil. Après, voilà, il sort Schwarzman en 3, ce qui est comme une énorme performance. Et Auger Aliassime, dans la tête, fallait quand même être costaud, être mené 2-7-0 en mettant que 4 jeux et d'un coup renverser le match et réussir à gagner. Ce que je t'ai dit avant l'émission, j'ai pas heureusement que j'ai pas vu ce match parce que j'aime beaucoup Félix et je pense que j'aurais été incapable devant ce match en voyant Auger Aliassime qu'on pensait débloqué, enfin qu'on pensait vraiment débloqué par sa victoire contre Shapovalov au tour d'avant. On se disait que c'était enfin sa victoire référence en Grand Chelem dont il avait besoin pour passer un cap. Et bah rien du tout. Donc, grosse déception à ce niveau-là, mais voilà, j'ai vu quand même un peu des highlights de ce match-là, et c'est beaucoup de. Enfin, c'est vraiment Karatsev qui revient à la sueur de son front dans le match, pas juste Auger Aliassime qui lui offre 3-7 parce qu'il en avait marre de jouer. C'est vraiment une résilience impressionnante pour revenir dans le match et pour s'en sortir. Donc, chapeau bas. Alors, est-ce qu'il va battre Dimitrov ou pas? On va donner des éléments de réponse. On va passer aux affiches des quarts de finale. Du coup, on va quand même revenir sur ce match un tout petit peu après. On va d'abord parler de Djokovic contre Zverev. Voilà, Djokovic, comme on a dit, qui fait partie de cette liste de joueurs qui est diminuée, qui n'est pas à 100%. Fait un peu sourire, mais oui, bien sûr, bien sûr qu'il est gêné. Contre Proust, c'est évident qu'il est gêné, qu'il était gêné. Contre Raonic, finalement, alors Raonic a eu moins la capacité à pousser dans ses retranchements parce que moins complet et il a un peu aussi cette petite barrière mentale contre les tout meilleurs. Mais c'est vraiment pas où le situer Djokovic. Mais ce qui donne aussi un intérêt supplémentaire à ce match-là, c'est que Zverev, pour le coup, c'est le premier qui vraiment est capable de sortir Djokovic et qui sera vraiment capable de profiter d'une faiblesse physique de Djokovic sur un match en 5-7, je pense. Z- Donc c'est là-dessus que c'est intéressant. Zverev qui n'est pas totalement non plus à 100%, donc c'est, comme tu dis, ça peut quand même être un match très intéressant dessus. Zverev qui quand même peut sortir Djokovic, il a quand même les armes. Et comme tu dis, ça Bien peut sûr. aller en 5-7, ça m'étonnerait pas en tout cas. Alors, paradoxalement, je pense que justement, si ça va en 5-7, ce sera pas forcément à l'avantage de Zverev qui n'a jamais battu de top 10 en Grand Chelem. Mais d'ailleurs, où tu parlais justement de la dimension physique avec deux joueurs potentiellement un peu sur la corde raide, Zverev a joué 2h30 de moins que Djokovic sur ses 4 premiers tours, qui est quand même beaucoup joué. Il a juste lâché un set à un tie-break contre Giron au premier tour, mais sinon, depuis derrière, c'est des matchs relativement faciles. En tout cas, il n'a pas affronté vraiment de joueurs qui pouvaient vraiment l'embêter. Donc ça peut aussi jouer. Et je pense vraiment qu'il y a un cap aussi qui est passé avec Zverev. Il a beaucoup moins de points donnés, par exemple, sur ses secondes balles. Il a quand même solidifié, il a quand même vraiment progressé sur ses grosses faiblesses, en tout cas dans la tête, que ce soit au service ou en fin de set, et en général les deux en même temps. Voilà, je pense vraiment que ça peut être le genre de match. Ce serait une première victoire contre un top 10 et encore plus contre un numéro 1 mondial en Grand Chelem. Mais voilà, il commence à engranger l'expérience suffisante et que peut vraiment imposer la cadence sur la durée d'un match en 3, 4, 5, 7 pour, euh, pour vraiment faire craquer un Djokovic qui sera pas forcément à 100%. Enfin, qui sera même d'ailleurs probablement pas à 100%. Ouais, donc pour passer au pronostic, moi je partais plutôt sur Djokovic et toi il me semblait que tu partais plutôt sur Zverev, c'est ça? Moi, j'irai sur Zverev. C'est très difficile à pronostiquer comme match, mais on va dire qu'il faut un peu se mouiller.
pas en 5-7, pour le coup, si ça part en 5-7, je vois vraiment pas comment. Je pense que si Djokovic a la caisse pour le pousser en 5-7, il s'en sortira pour gagner le match. Mais voilà. Parce que même quand même, il a quand même eu des petits moments d'absence contre Raonic, Djokovic. Et qui se paieront beaucoup plus cher contre Zverev s'il a ces mêmes moments d'absence. Et voilà, donc je partirais plutôt sur Zverev. Avec beaucoup d'intérêt en tout cas pour ce match, même si c'est une affiche entre pas forcément deux joueurs que j'aime beaucoup, très incertain. Ouais, donc du coup, je te propose de passer au prochain match. Je rappelle quand même qu'on avait fait des petits pronos pour ces quarts. Euh, on peut dire que t'as eu tout, que t'as eu tout juste, à part pour... tu as eu tout juste, à part pour Karatsev. Bon, forcément, je pense que personne ne l'aurait trouvé. Un peu difficile après. Bon, après, c'était pas forcément un peu des grosses cotes, mais on va dire que voilà, le Dimitrov, c'était un peu la grosse cote. Ouais, C'est mon et il petit est moment passé. de. Donc voilà, du coup, Mon petit moment Moulin. Ce petit match Dimitrov-Karatsev, je pense que pour moi, l'aventure va prendre fin pour Karatsev, sachant que l'écart, ce sera déjà très bien. Tennistiquement, il y a pas de doute là-dessus. Dimitrov est au-dessus. Et je pense qu'à moins que Dimitrov ait un souci mental, que ça, il y a un blocage ou quoi, ce qui peut lui arriver aussi. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il devrait quand même passer sereinement, je pense. Sereinement, je sais pas, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que Dimitrov est quand même au-dessus. Et même si, bien évidemment, impossible de donner Karatsev gagnant avant ces matchs, avant ces deux derniers matchs. Mais en fait, finalement, j'ai entendu, comme je te disais avant l'émission, que le fait de pas forcément avoir une grosse pour Dimitrov pouvait être presque une difficulté supplémentaire, mais justement, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Puis en fait, finalement, le fait qu'il ait eu des matchs relativement tous à sa portée, alors évidemment, il a joué Team, mais c'était quand même l'ombre de Team, fatigué par son match contre Kyrgios et gêné aussi. Finalement, c'est que des matchs qu'il pouvait et devait gagner, et qu'il a gagné, et que finalement, c'est pas comme si là, il arrivait avec, face à lui, un Djokovic ou un Nadal, sans avoir vraiment battu avant un très gros joueur et qui lui aurait donné la confiance pour justement enchaîner comme il aurait pu battre, comme il aurait pu arriver avec la confiance qu'il avait en ayant battu Federer à l'US Open 2019. Donc je pense que justement, il sait pas du tout à quoi s'attendre. S'il joue un ovni qui sort de nulle part, mais voilà, je pense que quand même, il a suffisamment d'expérience maintenant pour être capable de gérer ce genre de match et pour être capable de contenir un peu les fulgurances de Karatsev. Il varie quand même beaucoup plus que. Enfin, je pense qu'il a un jeu de variation beaucoup plus développé pour l'instant que Koji Aliassime, mais plus offensif que Schwartzmann. Donc voilà, je pense que c'est des armes qui peuvent un, un petit peu trop pour Karatsev cette fois, mais qui sait. Donc voilà, pour ce coup, on est d'accord, on voit Dimitrov passer. Donc pour moi, ça donne Dimitrov, Djokovic en demi. Pour toi, ça donne un petit Zverev Dimitrov. Ensuite, le quart qu'on avait annoncé, Roublev-Medvedev, c'était le plus probable. Ça, c'est arrivé. Deux joueurs qui sont passés sans encombre, malgré quand même une petite alerte pour Medvedev, qui a quand même Légère quand même. oui, légère, oui, mais qui a quand même lâché 2-7. Ouais, Un match, voilà, c'est bien de rattrapé. deux joueurs qui se connaissent très bien, qui sont amis. C'est toujours très compliqué. Medvedev part quand même favori, puisqu'il est quand même plutôt un meilleur joueur, on va dire. Roublev aussi, qui a quand même tendance à coincer en quart de Grand Chelem, qui mentalement aussi, on avait dit que quand il commence à faire des fautes et tout, il pouvait s'agacer et tout, et qu'il n'a pas encore passé ce cap qui fait qu'il pourrait être encore mieux classé et un meilleur joueur. Je ne veux pas forcément répondre beaucoup là-dessus parce que oui, c'est un peu les mêmes choses que ce que je pensais en début de tournoi. C'est-à-dire que pour le coup, Roublev qui perd quasiment plus, enfin qui reste sur trois, c'est le seul d'ailleurs depuis la Coupe Covid qui a atteint les quarts de finale des trois grands chelems post-Covid, et qui ne perd plus avant, mais qui a quand même du mal à exister encore en quart de finale. Et que pour l'instant, je pense que tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il était capable justement de battre Medvedev ou de battre ses meilleurs, parce que trois matchs pour l'instant entre Roublev et Medvedev et trois victoires de Medvedev. Donc voilà, je pense que quand même que tant que Roublev n'aura pas montré qu'il était capable de dépasser ce blocage en quart de finale de Grand Chelem, je pense quand même que. Enfin, je mets Medvedev, je suis favori. Oui, je suis d'accord avec toi, moi aussi je vois Medvedev.
Ça peut être un match quand même plutôt sympa à suivre. Je vous encourage à le regarder, évidemment. Mais Medvedev, je pense qu'au final, il gagnera quand même. Rublev qui n'a d'ailleurs jamais pris un seul set à Medvedev. Non seulement il n'a jamais gagné, mais il n'a jamais pris un seul set. Ouais, ce qui est quand même pas très bon signe. Et ensuite, pour conclure, on a un petit Tsitsipas Nadal que là aussi on avait annoncé qui n'a pas vraiment de surprise. Notre seule réserve était que si éventuellement Nadal ne joue pas, mais au final il a joué. Pour l'instant, le dos tient, ça tient. Après, est-ce que contre Tsitsipas ça tiendra? Ça, c'est une interrogation auquel pour l'instant je pense que personne n'a la réponse. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Moi, pour un peu, enfin, pas vraiment pour les mêmes raisons, mais d'ailleurs, j'aurais presque, enfin, du coup, finalement, il n'y a pas eu de match ce matin entre Tsitsipas et Berrettini, mais j'aurais presque un pronostic sur Berrettini, tu vois, avec un peu la jurisprudence du 3-7-0 de Raonic contre lui l'année dernière. Moi, je pense aussi que Nadal est favori, parce que de toute façon, Nadal, il y a quand même quelque chose avec lui, c'est que s'il se sent pas, il joue pas. S'il s'aligne sur le terrain, c'est il peut défendre ses chances, que s'il peut défendre ses chances, Nadal reste au-dessus de Tsitsipas, que ce soit tennistiquement ou mentalement. Voilà, moi, c'est un peu ça qui me rassure aussi avec Nadal, c'est que si, voilà, c'est ça. S'il est capable, il joue. Il joue. S'il est capable, si il joue, c'est qu'il est capable, pardon. Oui, c'est vrai que Pour moi, c'est pas forcément globalement, doute, tu quand vois. il joue, c'est que bon, 100%, je sais pas. Forcément, tu penses par exemple à Roland-Garros 2015 où il s'incline contre Djokovic. Outre le fait que tennistiquement, c'était plus trop ça, je pense que physiquement, ça ne suivait pas non plus tellement que ça. Mais je pense qu'effectivement, tant qu'il jouera, il se sentira au moins 90%, il se sentira vraiment capable. S'il rentre sur le court, c'est pour gagner. Et s'il y va, c'est qu'il sait qu'il peut le faire, en tout cas, ça c'est sûr. Comme tu dis. Exactement. Et si c'est pour. Et bon, S'il faut donner un pronostic, euh, voilà, je vais dire Nadal et puis je te laisse donner le tien et expliquer ce que tu commençais à dire. non, non, bah, j'ai globalement pas forcément grand-chose de plus à dire. Donc, je pronostique aussi une victoire de Rafa Nadal. Parce que justement, ce sera évidemment son premier gros test pour Nadal. Il a quand même eu, il était un petit peu bousculé dans des fins de set, notamment contre Nori, qui l'emmène deux fois, même partout. Mais voilà, Tsitsipas a eu quand même un gros match contre Kokinakis, qu'on s'attendait absolument pas, parce que Kokinakis joue un tel match, là encore, pareil, l'impact du public, mais vraiment qui a fait un match exceptionnel pour son premier grand chelem depuis un certain temps, Kokinakis. Et derrière, il est inquiété par Imer, et non pas par Berrettini, évidemment. Donc voilà, je ne sais pas finalement, parce que on a aussi beaucoup parlé du fait que Tsitsipas faisait partie des seuls joueurs à être épargnés par les blessures, donc le fait qu'il n'ait pas eu de huitième de finale à jouer, ça peut quand même aussi jouer en sa faveur. Et est-ce qu'il sera suffisamment frais pour battre Nadal au physique? Je pense quand même pouvoir. Pas qu'on puisse pronostiquer un truc pareil, donc voilà, je vais rester sur Nadal. Encore un ascendant sur Tsitsipas. Ok, donc là, ça nous donne une demi Medvedev-Nadal, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Et donc, si on, avant de conclure, on va faire un petit pronostic très rapide quand même de la suite. Donc, pour moi, ça donne un Djokovic-Dimitrov en demi. Pour moi, Djokovic passe. Ensuite, ça nous fait un Nadal-Medvedev en demi. Pour moi, ce serait. Franchement, c'est compliqué, hein. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Pour le coup, contrairement au match contre Tsitsipas, je pense que même avec un Nadal à 100%, Medvedev peut largement le Ouais, il y a battre. match, clairement. Parce que là, il est quand même il est sur une série incroyable de 18 victoires consécutives, Medvedev. Et même avec un très bon Nadal au Master, c'est quand même Medvedev qui s'en est sorti. Donc, bah, avec les incertitudes physiques de Djokovic, moi je me mettrais presque Medvedev comme favori du tournoi, là où on en est. Ouais, justement, j'allais enchaîner. Je pense que je vais donner Medvedev gagnant. Ce qui nous donnerait une petite finale Djokovic-Medvedev. Et là, je pense que je vais tenter peut-être la grosse cote. Enfin, une cote un peu plus grande que. Je vais me mouiller un peu, je vais donner Medvedev. Voilà, je sais pas, Pour, je te la- laisse le. pour ouvrir son compteur en Grand Chelem, C'est ça. Donc toi, ça donnait un Zverev Dimitrov, si je me trompe pas. Donc là, tu vois qui passer? Zverev. Medvedev va Zverev en finale. Medvedev bat Zverev en finale. D'accord. Ok, bon, c'est encore plus. C'est intéressant.
Mais en espérant me tromper et en espérant qu'on ait une finale. Nadal, bah Karatsev. Voilà, ce serait une belle finale. Oula, ce serait pas au goût de tous à mon avis, mais Je pense pas non plus. ouais, bah écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. C'était plutôt pas mal. Je pense qu'on a réussi à bien se débrouiller pour vous donner nos ressentis sur ce qui a pu se passer cette première semaine, malgré bien sûr le fait que c'est compliqué de suivre les matchs avec la nuit, tout ça, mais je pense que voilà. Pour moi, la surprise Karatsev, pour moi, il y a toujours une surprise à l'Open Australie. Vous pensez à des tennis Sandgren, bien sûr. Il y a toujours une petite surprise qui vient se glisser en quart, quelqu'un qu'on n'attendait pas, donc voilà. Ou même en demi. J'allais même dire qu'on peut être superstitieux et dire que de toute façon, toutes les grosses surprises comme ça s'arrêtent pas en quart, mais en demi, que ce soit Chung en 2018 ou Edmund en 2017. C'est Donc on peut se dire que justement, en tant que grosse surprise, Karatsev va, dans la lignée de ses prédécesseurs, s'arrêter en demi-finale dans un match héroïque contre Djokovic ou contre Zverev. Il va mettre 3 petits sets à Dimitrov cette nuit, mais moi, j'y crois pas. Ouais, effectivement, je pense que cette fois-ci, l'aventure prendra fin. En tout cas, il me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé la vidéo. Comme j'avais dit, merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vais aussi mettre en lien dans la description le Twitter, puisque j'ai aussi commencé je me suis remis à tweeter sérieusement un peu sur l'actualité. Je vais aussi vous laisser un petit lien Discord. On a un Discord. Bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Ce sera pour l'occasion de discuter tennis entre nous. Et aussi, si jamais vous avez envie de faire comme Carlito, rejoindre l'émission, parler de sujets que vous avez envie ou d'actualité, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc voilà. Merci à toi, Carlito, d'avoir parlé tennis avec moi une fois de plus. Bah, c'est toujours avec plaisir. Juste pour finir sur cette fin de tournoi, parce qu'on se mouille un peu à faire des pronostics, mais au-delà du côté pronostic, c'est quand même des affiches et une fin de tournoi extrêmement ouverte. Et même côté chez les filles aussi, on n'a pas parlé aujourd'hui, tu en reparleras dans une prochaine vidéo, juste pour teaser un peu. Mais voilà, ça fait quand même une fin de tournoi extrêmement ouverte et j'espère qu'on aura des grands matchs, une grande fin d'Open d'Australie. Ouais, bah écoute, c'est ce que tout le monde espère. Et tu me tends une petite perche. Samedi sortira une vidéo où on débriefera l'Open d'Australie femmes avec un invité que vous connaissez bien. Et dimanche, Carlito sera de retour une nouvelle fois pour débriefer ce tableau masculin. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis je vous souhaite une bonne soirée ou tout simplement bah, plus tard. Voilà. Allez, à la Salut! prochaine.